la une de l'actualité, la Tunisie a vécu ce vendredi une dernière journée de campagne présidentielle fébrile avant la présidentielle à suspense de dimanche. Les Congolais revenus d'Angola ont manifesté ce vendredi leur désespoir en amenant le corps d'un homme mort de faim selon eux devant le siège du gouvernorat à Kananga dans le centre de la RDC. Et puis le Kenya a lancé ce vendredi une campagne de vaccination contre le paludisme, test grandeur nature du vaccin expérimental le plus avancé contre cette maladie. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Ekwegamesu Podar, un économiste ayant servi au Fonds monétaire international et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, vient de se déclarer candidat potentiel à l'élection présidentielle prévue pour le premier trimestre de 2020 au Togo. Il se dit être la terre promise du peuple togolais pour une alternance crédible. Ferdinand Gadé, notre correspondant à Lomé, pour le reportage. C'est dans un document de 8 pages que Ekwegamesu Podar a rédigé sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2020, lue à la presse nationale et internationale mardi à Lomé. Spécialiste en macroéconomique, finance et économie du développement, Ekwegamesu Podar, deuxième candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020 au Togo, est également coach en développement personnel. Après 35 ans de vie professionnelle passée entre le Fonds monétaire international, FMI et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Ekwegamesu Podar veut mettre ses expériences au profit du développement de sa nation, le Togo. Je suis de ceux qui pensent que c'est le peuple qui écrit son histoire et que rien n'est définitivement écrit. Je crois que le changement est la seule chose qui n'est pas statique et que la terre promise est plus proche que nous le pensions. Dans sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2020 au Togo, Ekwegamesu Podar, devant quelques responsables de partis politiques de l'opposition, d'amis et de parents, promet de réconcilier les Togolais entre eux, l'armée avec le peuple, de rassurer et de donner de l'espoir à la jeunesse togolaise sur ses diverses inquiétudes. Ekwegamesu Podar, qui se veut la terre promise au peuple togolais, a enfin invité la communauté internationale à accompagner le Togo dans tous les processus de l'élection présidentielle de 2020 afin de s'assurer que la vérité des urnes soit proclamée. Les partisans de Nabil Karoui, candidat emprisonné pour une affaire de blanchiment d'argent, se sont rassemblés non loin de la prison de la Mornagia pour le dernier jour de la campagne présidentielle anticipée qui aura lieu le 15 septembre. Sa remise en liberté a été refusée par la justice ce vendredi. La célèbre avenue Habib Bourguiba retentissait vendredi soir de musique concurrente et des derniers discours de plusieurs candidats venus achever leur campagne à quelques dizaines de mètres de distance les uns des autres. Rarement, l'issue d'une élection aura été aussi incertaine que celle de dimanche en raison du nombre pléthorique de candidats, de l'éclatement des familles politiques comptant plusieurs postulants rivaux et de la difficulté d'identifier des lignes de partage marquées. Les dernières heures de campagne ont notamment été marquées par le rejet par la justice d'un recours contre l'arrestation de Nabil Karoui, qui restera donc incarcéré pour le premier tour dimanche. En détention provisoire depuis le 23 août pour blanchiment d'argent, ce publicitaire controversé de 56 ans, fondateur d'une des principales chaînes privées de télévision Nesma,
se dit victime d'une machination du pouvoir pour l'écarter de la course. Il est l'une des têtes d'affiche d'un scrutin extrêmement incertain avec d'autres candidats comme le représentant du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, le premier ministre libéral Youssef Chahed, l'avocate anti-islamiste Abi Moussi ou l'indépendant conservateur Kayi Saïd. Il n'est pas sûr que la campagne ait répondu aux préoccupations majeures des Tunisiens, la crise sociale et économique et la cherté de la vie, entre autres, dans un pays où le chômage est de 15%, où l'inflation frôle les 7%. Amnesty International a réclamé ce vendredi à ce que justice soit rendue aux personnes tuées dans la répression du mouvement de contestation au Soudan. L'ONG estime que les manifestants avaient fait face à une violence disproportionnée et inutile. Amnesty International a réclamé vendredi à ce que justice soit rendue aux personnes tuées dans la répression du mouvement de contestation au Soudan, estimant que les manifestants avaient fait face à une violence disproportionnée et inutile. Selon un comité de médecins, plus de 250 personnes ont été tuées durant le mouvement de contestation né en décembre 2018 du triplement du prix du pain avant de prendre rapidement une tournure politique contre le régime d'Omar el-Béchi, puis contre le Conseil militaire de transition qui a succédé. Parmi ces victimes, au moins 127 ont péri lors de la dispersion brutale en juin d'un rassemblement qui durait depuis près de 2 mois devant le quartier général de l'armée à Khartoum, d'après le même comité de médecins proche de la contestation. Amnesty International remercie le peuple soudanais d'avoir fait preuve de courage, de résilience et de nous avoir montré qu'il est possible de résister à l'injustice et aux violations des droits humains, a déclaré à des journalistes le secrétaire général de l'ONG, Koumé Naïdo, lors d'une visite à Khartoum. L'Organisation de défense des droits humains soutiendra le peuple soudanais qui appelle le nouveau gouvernement à s'assurer que justice soit rendue aux familles des victimes, a-t-il ajouté, à l'occasion de son premier déplacement au Soudan en tant que secrétaire général d'Amnesty. Fin juillet, une enquête officielle a conclu à l'implication dans la répression du sit-in des 8 paramilitaires des redoutées forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, aussi accusé de crimes dans la région du Darfour Ouest sous le régime de Béchir. Ce journal se poursuit. Les citoyens congolais revenus d'Angola ont manifesté ce vendredi leur désespoir. Ils ont amené le corps d'un homme, selon eux, mort de faim, devant le siège du gouvernorat à Kananga. Les précisions. Une centaine de personnes rapatriées d'Angola ont pris d'assaut l'entrée des bureaux du gouverneur de la province du Kasaï central. Les manifestants ont entonné des chants hostiles au gouverneur Martin Kabouya. Ils l'accusent en effet de les avoir poussés à retourner en RDC en leur promettant de meilleures conditions de vie. Depuis le 20 août, près de 13 000 ex-réfugiés congolais d'Angola sont arrivés au Kasaï central, selon la Direction générale des migrations. 5 000 d'entre eux ont été transportés à Kananga à bord des camions affrétés par le gouvernement provincial. Le HCR avait indiqué en août que ce mouvement est dû à l'amélioration de la sécurité dans le Kasaï, ravagé par un conflit civil qui a fait au moins 3 000 morts et 1 400 000 de déplacés, dont 37 000 alors réfugiés en Angola. À Kananga, les ex-réfugiés sont hébergés sur un site de l'église catholique où il manque de tout, d'après plusieurs témoignages. Le recenseur des ex-réfugiés congolais d'Angola a déclaré que l'homme dont le corps a été conduit devant le siège du gouvernorat à Kananga est mort de la faim et du froid. Ils ont accusé le gouverneur d'être allé les chercher en Angola sur ordre du président Tshisekedi alors que les conditions ne sont pas bonnes. En octobre 2018, les autorités angolaises avaient expulsé des dizaines de milliers d'étrangers au cours de l'opération Transparence montée pour lutter contre le trafic de diamants. Environ 380 000 migrants clandestins, pour la plupart originaires de la RDC, avaient alors quitté l'Angola en moins d'1 mois, d'après Luanda. Au Niger, pour la 9e année consécutive, la Fondation Gouri Vie Meilleure de la première dame Aïssata Issoufou a récompensé les meilleurs élèves de l'année scolaire 2018-2019 ainsi que leurs encadreurs. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou.
Ils sont cette année 211 récipiendaires de tous les niveaux et toutes séries confondues venus des 8 régions du Niger à être distingués par la Fondation Gourivi Meilleur de la première dame Aïssata Issoufou. Pour cette 9e édition, un accent particulier a été mis sur les sciences, d'où le thème « L'éducation scientifique et technique pour un Niger émergent ». L'objectif de l'émergence du Niger ne peut être atteint qu'à travers la formation d'une main-d'œuvre de qualité, une main-d'œuvre orientée vers le secteur moderne et pouvant s'intégrer avec succès dans l'économie mondiale. L'éducation scientifique et technique est le meilleur instrument pour accélérer l'industrialisation et la transformation de nos matières premières. L'initiative de la première dame en faveur de l'école nigérienne à travers le prix de l'excellence est un apport inestimable au développement du Niger et à la formation de cadres compétents pour la construction du pays et son émergence dans le concert des nations, estime le ministre nigérien de l'enseignement supérieur qui reconnaît que des efforts restent encore à faire. Force est de reconnaître que malgré les efforts consentis par le gouvernement, des efforts importants restent à déployer et à cela, son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement et tous les ministres concernés sont à pied d'œuvre. Parmi les récipiendaires, une jeune fille du lycée d'excellence de Niamey. Elle a obtenu son bac C avec une moyenne de 16,50 sur 20. La moyenne totalisée sur les matières scientifiques est de 18,50 sur 20. Elle est très fière et encourage les filles à aimer les sciences. Je n'ai pas peur des séries scientifiques, ce n'est rien. J'ai osé et j'ai réussi, donc vous aussi pouvez le faire. Outre les scolaires, les enseignants dont les classes ont été les meilleures ont été distingués. Élèves et enseignants ont reçu plusieurs cadeaux composés d'ordinateurs, kits scolaires et de motos. Pour finir cette édition, je le disais en titre, après le Malawi et le Ghana en avril, le Kenya a lancé ce vendredi une campagne de vaccination contre le paludisme. Il s'agit d'un test grandeur nature du vaccin expérimental le plus avancé contre cette maladie qui tue chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes en Afrique, principalement des enfants. Aboutissement de plus de 30 ans de travaux, la campagne lancée au Malawi, au Ghana et au Kenya vise à confirmer l'efficacité du vaccin sur des enfants âgés de moins de 2 ans, les plus vulnérables au paludisme. L'Organisation mondiale de la santé, qui coordonne ces programmes, espère vacciner 120 000 enfants dans chacun de ces pays d'ici à 2020. Le lancement de la campagne de vaccination kenyane a lieu vendredi dans un centre de santé du comté de Homa Bay, dans la région du lac Victoria, une des plus touchées au monde par le paludisme. Ce vaccin baptisé Mosquirix ou RTSS a été développé par le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline et l'ONG PAF. Le paludisme a tué 435 000 personnes dans le monde en 2017, dont 90% en Afrique. Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent plus de 2/3 de ces décès. Le Mosquirix agit contre le Plasmodium falciparum, la variante la plus mortelle et la plus courante du parasite responsable du paludisme. Lors des essais préliminaires menés de 2009 à 2015, il a permis de réduire de 39% le nombre d'épisodes paludiques chez les enfants de 17 à 5 ans. Son efficacité n'est que relative, mais chercheurs et autorités sanitaires notent d'une part qu'au vu du nombre de victimes, le nombre de personnes sauvées sera significatif et d'autre part que le vaccin doit être associé à d'autres moyens de prévention tels que les moustiquaires imprégnés de répulsifs. Le programme a notamment pour but de tester le vaccin dans des conditions réelles avant que la moindre décision politique ne soit prise pour étendre l'usage de ce vaccin. Il s'agira par ailleurs d'évaluer certains obstacles logistiques et de sensibiliser les parents au cycle de vaccination antipaludique qui implique 4 injections et ne correspond pas au cycle traditionnel de vaccination des enfants. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de SICA TV.